Bonjour, bienvenue à la conférence de la mobilité à la Foire Exposition de Pau, une conférence organisée par la République des Pyrénées et Sud-Ouest avec les moyens techniques de Créasud. Alors place à une première table ronde sur le thème de la mobilité électrique. Où en est-on vraiment ? Il était intéressant pour nous de faire un point d'étape car la mobilité électrique est réellement en train de décoller ces 2 dernières années. Et on ne parle pas des fameuses trottinettes, moins présentes qu'à Paris ou Bordeaux, mais que l'on commence à apercevoir en nombre dans l'agglo paloise. On reviendra peut-être plus en détail dans la deuxième table ronde sur l'usage du vélo électrique. Mais nous voulions faire un point d'abord parce que les enjeux en termes d'environnement, mais aussi d'économie et d'usage sont énormes sur la voiture électrique. Alors voilà des années, bien entendu, qu'on en parle, mais on a tous désormais près de nous, voire nous-mêmes, quelqu'un qui a franchi le pas du véhicule électrique. Pour la première fois en 2020, je vais donner quelques chiffres, dans les Pyrénées-Atlantiques, on a senti un bond en avant significatif. Ainsi, la part des immatriculations de véhicules électriques est passée d'1,5% à 6% en 2020 dans le 64. Certes, la proportion reste minoritaire, mais il y a un élan que l'on sent bien relevé d'une vague de fond qui ne peut que s'intensifier dans les années à venir. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir autour de nous des institutions, des entreprises, des personnes qui, depuis des mois et des années, ont décidé d'accompagner et d'intensifier le basculement vers la mobilité électrique. Nous accueillons donc François Thious, le directeur territorial d'Enedis pour les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Serge Bordenave, le directeur du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Et Cathy Valton, avec un V, responsable RSE au sein de la direction marketing, communication, sociétariat, transformation digitale du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Madame bonjour. et messieurs, bonjour. Pour les questionner, j'ai à côté de moi non pas Christophe Barbier, mais Gabriel Blaise. Bonjour. Chef d'édition Sud-Ouest Béarn, et moi-même Éric Belli, rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées. Alors pour bien poser le cadre, pourquoi l'électrique, pourquoi le passage à la voiture électrique est-il devenu inéluctable ? François Thious. Alors, on le sait aujourd'hui, on voit les rapports du GIEC, tout le monde en a entendu parler, le réchauffement climatique, et l'ennemi, c'est le CO2. Et il se trouve que les transports sont le premier émetteur de CO2 en France, avec plus de 30% du CO2 émis en France. Et dans ces 30%, le véhicule individuel représente à peu près la moitié. Donc passer de véhicules thermiques qui sont très émetteurs de CO2 à des véhicules électriques qui émettent entre 2 et 5 fois moins de CO2 que les véhicules thermiques tout au long de leur durée de vie, eh bien, c'est effectivement un vecteur important de la réduction du CO2 émis dans les transports en France. C'est pour ça qu'il est prévu qu'à l'horizon 2035, il n'y ait plus de véhicules thermiques vendus en Europe. Alors le premier chantier, gros chantier, c'est celui des bornes électriques. Enedis doit, je crois, d'ici 2023, équiper 400 stations sur les autoroutes de France. Comment cela se passe dans le 64 ? Un point d'étape. Alors ça se passe très sereinement parce que effectivement ça fait un moment qu'on y travaille à la fois avec les sociétés d'autoroutes mais aussi avec les sociétés de stations-service type Total et aussi avec les entreprises spécialisées dans la recharge sur autoroute type Ionity. Et d'ailleurs avec Ionity on a raccordé il y a quelques mois une station, la station de Lac-Odéjos, très près d'ici, qui est déjà équipée en chargeur de très haute puissance et on compte faire, on a prévu de faire la même chose, c'est déjà engagé sur les aires de Bidart par exemple avec Total ou de Gers ici. Donc on sera bien prêt, bien avant, on aura équipé 100% des stations bien avant la fin de l'année 2022. De recharge, parce que on pense, à tort ou à raison, que c'est vraiment un frein au développement de la mobilité électrique. Donnez-nous un exemple. Quand on va jusqu'à l'aire de Lac-Odéjos, on met la voiture en charge. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe ? Alors, les stations autoroutières, elles sont là pour aider à ce qu'on appelle l'itinérance. C'est-à-dire si je dois me rendre d'ici, par exemple, à Bordeaux ou on va dire à Tours. Donc il y a des moments où il va falloir que je recharge sur l'autoroute. Après on parlera du trajet domicile-travail, c'est pas du tout la même chose. Donc quand on est sur autoroute avec une station de forte puissance 150 kW, pour rappel une borne normale ça commence à 7 kW. Donc on voit qu'on est 20 fois plus rapide. Avec les nouveaux véhicules qui permettent aujourd'hui d'accepter cette charge ultra rapide, en 20 minutes vous rechargez 80% de votre batterie. C'est rapide en fait pour les 80%.
quel que soit le type de voiture Alors, c'est les nouveaux véhicules, hein, type Skoda Enyaq ou Audi e-tron. C'est vrai que les plus petites voitures type Zoé n'acceptent pas encore de charger à 150 kW. Donc, c'est un peu plus long encore pour ces véhicules. Mais il faut comprendre que dans la recherche, on est tout au début. Hein, ça fait 10-15 ans qu'on fait de la recherche à la fois sur les véhicules électriques et sur les bornes. Donc ça progresse et les véhicules ils vont accepter de plus en plus de charger à des vitesses élevées, enfin à des puissances élevées. Et les bornes progressent. On est aujourd'hui à 150 kW, mais on va vers des 350, des 500 kW. Donc ça va encore progresser. Donc aujourd'hui c'est 20 minutes pour recharger, pour faire les 2 heures suivantes sur autoroute, puisque on s'arrête toutes les 2 heures, 2 heures et demie. C'est ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, donc, voilà. Donc recharger les batteries à tous les niveaux. Voilà, exactement. Donc, c'est déjà possible aujourd'hui et ça ira de plus en plus vite. Donc les 3 heures d'attente, c'est un mythe? Non, il n'y a pas de 3 heures d'attente. Aujourd'hui, avec les nouveaux véhicules, en 20 minutes, je vous dis 80%. Donc avec 80% sur un véhicule qui a une autonomie de 300 à 400 km, vous voyez bien que vous allez largement faire 2 à 3 heures supplémentaires. Et donc ça représente donc la mobilité itinérante qui est pour les longs trajets. Sinon, la grande majorité de nos déplacements sont domicile-travail ou à l'intérieur des zones urbaines. C'est 80% des recharges qui se font donc à domicile. Et pour ça, comment ça se passe? Comment vous travaillez pour développer ce réseau de recharge? Exactement. Donc là, on parlait de l'itinérance, où effectivement le véhicule électrique doit encore progresser pour permettre d'aller d'ici à Paris, par exemple, en voiture. Mais sur le trajet domicile-travail, il est déjà adapté à tous les usages, qu'on habite en ville, qu'on habite en zone périurbaine ou qu'on habite en campagne. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, avec 300 à 350 km d'autonomie, vous faites largement le trajet domicile-travail de la journée. Parce que la moyenne, ça doit être autour de 30 km. Donc en fait, ce qui se passe, c'est très simple pour les clients aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui habitent en maison individuelle. Quand vous habitez en maison individuelle, pour faire installer une borne chez vous, c'est comme si vous installiez un appareil supplémentaire. Par exemple, un chauffe-eau supplémentaire, vous raccordez directement cet appareil sur votre installation intérieure. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de passer même par Enedis avec un nouveau raccordement. Vous devez simplement, éventuellement, demander à votre fournisseur d'augmenter un peu la puissance. Et puis vous avez un installateur de borne qui vient installer une borne chez vous et qui vous permet donc de recharger à domicile. Faut juste pas oublier de recharger le soir en rentrant. Voilà, mais on s'aperçoit très vite quand on utilise un véhicule électrique qu'on n'a pas besoin de charger tous les jours. On est vraiment sur une recharge 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois suivant ce qu'on a effectué. Et d'ailleurs, ces 80% de personnes qui rechargent à domicile, on peut ajouter même les 10 à 15% qui en plus rechargent au bureau. Font qu'aujourd'hui, sur les Pyrénées-Atlantiques, on a à peu près, à mi-année 2021, 6000 véhicules électriques et on est à 7000 points de charge. D'accord ? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de points de charge pour accompagner le développement des ventes de véhicules électriques. Qu'en est-il sur le logement ancien? Est-ce que c'est aussi simple de réaliser les installations? Alors effectivement, là je parlais des maisons individuelles, c'est plus compliqué sur le logement ancien, en tout cas collectif. On va dire sur le collectif. C'est plus compliqué et le collectif c'est quand même 40-45% des logements en France, c'est un petit peu moins en Pyrénées-Atlantiques, mais c'est quand même Quels sont les principaux importante. obstacles à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut, c'est on travaille avec les promoteurs déjà dans le neuf pour faire en sorte qu'ils prééquipent les parkings pour que on prévoit la puissance pour charger s'il y a plusieurs véhicules à charger, qu'on prévoit aussi un câble de prééquipement qui permet ensuite à chaque client au moment où il achète son logement ou au moment où il le décide, il décide d'acheter un véhicule électrique, de demander simplement un raccordement à Enedis de façon très simple et d'installer une borne dans son garage, dans son parking, comme il ferait une demande de raccordement classique pour une maison individuelle. Donc, dans le neuf, aujourd'hui, la majorité des promoteurs prévoit déjà ce prééquipement, on va dire de série, et les logements qui sortent aujourd'hui, ils sont déjà prééquipés comme ça. Là où c'est encore plus compliqué, c'est effectivement dans l'existant. Et pour ça, dans la loi climat et résilience, il y a un amendement qui a été voté qui va permettre de faire en sorte que les copropriétaires n'aient pas à avancer l'argent de ce prééquipement qui sera à faire, en sachant qu'aujourd'hui, quand vous avez 1% simplement de véhicules électriques dans le parc, ça veut dire que sur 100 logements dans un collectif, il y en a un qui a un véhicule électrique. Les autres, ça ne les intéresse pas d'avoir un prééquipement. D'accord ? Donc,
Enedis va avancer l'argent de ce prééquipement et ensuite chacun, au fur et à mesure du raccordement de sa borne, quand on achètera un véhicule électrique, celui qui voudra, il paiera en plus du raccordement de sa borne la quote-part qui correspond à ce prééquipement. Mais ça permettra vraiment à partir de 2022 de simplifier l'équipement massif qui va avoir lieu en France dans les logements collectifs existants. Je me tourne maintenant vers le directeur du SDEPA, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Bordenave, Serge Bordenave. Vous êtes en quelque sorte le trait d'union entre la borne des particuliers et l'aire autoroutière. Expliquez-nous, quel est votre rôle et vos actions du moment et à venir. Combien de bornes installées depuis 2016 ? Alors depuis 2016, ce sont 128 bornes de recharge qui ont été installées, notamment en zone rurale, mais pas que. L'objectif était initialement de permettre la mobilité électrique également aux conducteurs situés en zone rurale, puisque pendant longtemps, la mobilité électrique, c'était l'apanage des urbains, ce qui était assez paradoxal, puisqu'ils disposaient de transports en commun, de tout un tas de dispositifs qui leur permettaient de se déplacer aisément, ce qui n'était pas le cas en zone rurale. Et lorsque nous avons fait ce choix, c'était aussi pour permettre à tout un chacun de disposer d'un mix énergétique, mais non plus cette fois-ci dans les usages du quotidien, mais pour la mobilité. C'était une nouvelle approche, c'était un pari un peu osé, pour la bonne et simple raison que en 2014, quand nous avons lancé l'initiative, nous n'étions pas encore en développement du véhicule électrique tel qu'on peut le connaître actuellement. Et donc il fallait, si l'on peut dire, amorcer la pompe en la matière. C'est ce que nous avons fait. C'était un rôle d'aménageur en fait. C'était un rôle d'aménageur. Vous avez devancé l'usage. Tout à fait. C'est souvent d'ailleurs le rôle des collectivités locales d'aménager le territoire et d'impulser des initiatives qui par la suite pourront être reprises en relais par des investisseurs privés ou d'autres dispositifs. C'est quoi l'idée au stade où on en est aujourd'hui? C'est de développer encore le nombre de bornes, de passer le relais, par exemple, aux communes ou aux communautés de communes. Quel est le... Alors, lorsqu'on parle de bornes de recharge pour véhicules électriques, on aborde la plupart du temps le service à l'usager. C'est ce que vient de présenter François Tillous. L'usager a besoin d'être rassuré pour fonctionner avec un véhicule électrique. Il doit donc savoir qu'il y a un maillage de bornes important qui lui permet dans toute situation de pouvoir se recharger. Ça, c'est le volet usager. Vous travaillez vous aussi sur la durée de recharge? Bien sûr, mais c'est là que j'allais venir sur le détail. Une borne de recharge pour véhicules électriques, ça a un coût. Et ça a un coût d'investissement et ça a un coût de fonctionnement. On n'en parle jamais, mais pour qu'une borne de recharge pour véhicules électriques fonctionne, il faut qu'elle soit maintenue, entretenue. Pour qu'elle communique entre elles, il faut un dispositif de supervision. Tout ceci a un coût de fonctionnement. Or, et vous le savez bien, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais dans la tête de chacun d'entre nous, circuler avec un véhicule électrique, c'est circuler avec un coût moins élevé qu'au travers d'un véhicule thermique. Ça, c'est une représentation théorique de l'esprit, parce que la réalité n'est pas celle-là. Elle l'est uniquement parce que la recharge des véhicules électriques est actuellement subventionnée. C'est-à-dire que pour amorcer cette pompe dont on a parlé, il a fallu mettre en place des coûts de raccordement et de charge qui soient acceptables par l'usager dans son esprit. En clair, ça ne correspond pas du tout à la réalité économique du dispositif. Il faut en avoir conscience, tout simplement parce que lorsqu'on évoque le véhicule électrique et ses déplacements, il y a en filigrane le développement durable. Mais le développement durable, ça n'est pas qu'un concept, c'est une réalité. Vous évoquiez le temps de charge. C'est vrai que c'est important, c'est le temps nécessaire quand on veut aller vite. Mais on a cru comprendre, notamment ces derniers mois, qu'il y avait le monde d'avant, le monde d'après, où peut-être on se déplace différemment, avec un autre état d'esprit. En résumé, si on veut faire exactement comme avant avec un véhicule électrique, c'est au mieux de l'opportunisme, au pire, tout simplement, on n'a pas compris quelle était la philosophie. Nous, on essaie de replacer dans le contexte ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'on a mis en place des bornes en zone rurale, on a essayé de les positionner dans les centres-bourgs. Pourquoi ? Pour permettre tout simplement à un usager du véhicule électrique de se recharger en faisant autre chose. Donc c'est un changement de paradigme complet. Avec un véhicule thermique,
on attend d'être sur la réserve et on va à la première station-service et on va faire son plein, là c'est tout à fait différent. On profite d'avoir une activité autre pour recharger son véhicule électrique. Donc déjà, le concept est différent. En ce qui concerne donc le développement de ce maillage territorial, la question se pose actuellement. Comme je viens de le dire, il y a des coûts de fonctionnement associés. Certains investisseurs privés ont souhaité réévaluer le coût de recharge pour s'approcher le plus possible Du coût réel. Ouais. Ben oui, on voit bien que là, l'usager commence à se poser des questions. Lorsqu'on lui dit votre recharge véhicule électrique sera à peu près l'équivalent de votre véhicule thermique, il dit mais à quoi ça sert? Ben, ça sert tout simplement à éviter les émissions de gaz à effet de serre. C'est bien pour ça que vous avez acheté un véhicule électrique. C'est déjà pas mal. C'est toute la question. C'est bien pour ça que vous avez acheté un véhicule électrique. C'est pas pour faire des économies. Et là, on touche du doigt la réalité, c'est que oui, on veut faire des économies avec un véhicule électrique qu'on va pouvoir utiliser comme un véhicule thermique. La question de savoir comment ça fonctionne, combien ça coûte, c'est actuellement un sujet qui doit être discuté parce qu'il faut le ramener à la réalité économique de ce dispositif. Et qui finance. Qui finance. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire d'échelle? Est-ce que là, vous êtes dans votre rôle effectivement d'aménageur pour anticiper la demande? Oui. Et est-ce que, une fois que le parc se sera suffisamment développé, il y aura aussi peut-être d'autres investisseurs ou d'autres manières de penser les recharges et les stations-service de demain, quoi? Bien sûr. Pendant longtemps, les pétroliers n'ont pas développé la mobilité électrique. Peut-être que maintenant, ils vont s'y mettre. Il a fallu amorcer la pompe. On en a un, il paraît, par ici. Il a fallu amorcer la pompe. Maintenant qu'elle est amorcée, notamment par des bornes publiques, peut-être qu'effectivement, on va retrouver des équipements privés de ce type. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir être en mesure aussi de proposer un ensemble de solutions alternatives, la mobilité électrique n'étant que l'une d'entre elles. Ça n'est pas la seule. Avant de passer à ces alternatives, je voudrais revenir sur une application que vous avez lancée, mise en œuvre, et qui doit permettre de développer encore plus l'usage des voitures électriques et des bornes. Tout à fait. Mobive, c'est ça ? Vous parlez de l'application Mobive. Oui, pour la bonne et simple raison qu'on a constaté que pour que les usagers se sécurisent par rapport à l'utilisation de bornes, il fallait qu'ils les situent. Pour les situer, rien de mieux qu'une application dédiée. C'est ce qu'a souhaité faire, alors non seulement le SDEPA, mais le regroupement des structures identiques en Nouvelle-Aquitaine et les syndicats départementaux d'énergie, en structurant un réseau régional qui se dénomme Mobive et qui permet au travers d'une supervision des bornes de pouvoir les situer, de pouvoir déterminer si elles sont disponibles, si elles fonctionnent, si elles sont occupées par un autre véhicule, tout simplement pour favoriser aussi l'itinérance en dehors des axes principaux évoqués tout à l'heure. Par ailleurs, il faut savoir que dès lors que ces dispositifs sont mis en place, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils soient interopérables et qu'ils puissent fonctionner avec d'autres dispositifs de même nature. C'est notamment le cas avec le dispositif Valab qui a cours en Occitanie. Donc on a un ensemble de bornes qui peuvent interopérer sans difficulté et pour l'usager, c'est une sécurité également de déplacement. C'est-à-dire que je peux savoir quelle borne est disponible et je peux payer aussi ? Alors tout à fait. L'objectif, c'est de pouvoir et se charger et payer. Sans nécessairement être abonné d'ailleurs, il y a une tarification différente entre les abonnés et les non-abonnés, mais il est parfaitement possible de se recharger à partir tout simplement de son smartphone, en utilisant l'application, en se loguant, en rentrant ses coordonnées bancaires, parce qu'il faut bien à un moment donné payer, mais c'est un dispositif qui est relativement facile d'accès. Là aussi, l'idée était de faciliter l'usage des bornes pour les usagers. On va sortir brièvement de l'électrique, vraiment un court instant. On parle aussi, en parlant d'énergie, de mix énergétique. Est-ce que vous planchez sur la station-service de demain qui soit électrique, peut-être d'essence, même si aujourd'hui c'est les pétroliers qui s'en occupent, et peut-être du gaz naturel, comme ça se fait dans les Landes, en Gironde, on voit quelques stations. L'Espagne aussi est en pointe sur ce point ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait l'objet de la réflexion. On l'a dit, le mix énergétique ne peut pas être
qu'électrique. Le gaz en fait partie. À terme, l'hydrogène, on le sait, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Oui, il y a des projets de stations, alors qui seront dans un premier temps des stations de gaz naturel, qui vont ensuite être couplées avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et à terme avec des unités hydrogène. L'objectif, c'est là aussi de proposer des alternatives aux usagers. Certainement que les pétroliers y rentreront également. Actuellement, la question de la concurrence ne se pose pas, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, des stations de gaz naturel pour véhicules, il n'y en a pas. D'accord. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous allez encore être pionnier alors. Oui, parce que là aussi, il faut prendre quelques risques. Et on le sait bien, lorsqu'il s'agit de prendre des risques, les collectivités le font. C'est aussi leur rôle. Pour autant, il faudra essayer de trouver une économie rattachée à ce service-là également. Revenons donc à l'électrique et intéressons-nous à la façon dont les acteurs privés, les entreprises, peuvent s'emparer de l'électrique qui reste dans les organisations encore un défi à relever. Alors je me tourne vers Cathy Valton. Vous êtes, je le rappelle, responsable RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Vous planchez sur un plan mobilité pour des centaines de salariés. Quelle place a et aura la mobilité électrique au sein de l'entreprise? Et quels sont vos objectifs? Alors effectivement, on est en train Beaucoup de de... questions. On est en train de, oui, vaste sujet. On est en train de repenser à un plan de mobilité dont le premier volet a été édité en 2013 chez nous à l'initiative de notre direction générale de l'époque. Et Vous aussi, vous avez quasiment devancé les usages à votre niveau. c'est un peu notre spécificité de temps en temps. Et donc effectivement, cette place de l'électrique, ça implique concrètement et totalement, je dirais, dans ce nouveau plan-là de mobilité qu'on va sortir début 2022. On ne le fait pas tout seul, hein, on est aidé par l'Agglo de Pau, qui nous, en tout cas pour notre département 64, qui nous aide bien. La place de l'électrique, on a une flotte d'à peu près 80 véhicules collaborateurs et à peu près 13-14 véhicules directeurs. Et on peut dire que nous n'avons que 6 véhicules électriques pour les collaborateurs sur ce parc de 80 et 4 véhicules hybrides pour nos directeurs sur le parc de 13. Donc la place de l'électrique, elle doit se faire, elle doit se trouver. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir pas l'acteur incontournable parce que ce serait trop ambitieux, mais en tout cas de devenir une référence en termes d'électrification de notre parc. Est-ce que l'appréhension par les salariés, est-ce que la demande est la même? Par exemple, vous avez trois sièges à Cercastet, à Auch, à Tarbes. Alors, Il y effectivement... a des différences ou pas? Oui, il y a des différences. Après, sur chacun des sites, donc à Cercastet, à Tarbes et à Auch, il y a 2 bornes électriques qui sont mises à la libre disposition des collaborateurs pour recharger leur véhicule personnel. Donc là, on est vraiment sur le domicile travail et on constate que les réservations de ces bornes électriques augmentent de semaine en semaine, puisqu'on est parti timidement à 3-4 réservations sur les 6 bornes. On est aujourd'hui à plus d'une dizaine de réservations par semaine. Donc on sent quand même que ça prend. Et ensuite, sur l'utilisation du parc collaborateur, il faut reconnaître que la technologie nous aide bien. Hein. Donc nous, on couvre une région qui va d'Andaille à l'île Jourdain. Et c'est vrai que les premières générations de véhicules ne permettaient pas forcément de faire sereinement, dirons-nous, ce trajet maximum. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et en effet, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Au niveau des collaborateurs, la demande est très forte à Cercastet. Pourquoi? La caisse est excentrée du centre-ville, ce qui n'est pas le cas à Tarbes et à Auch, où la caisse est plus proche du centre-ville, donc c'est plus simple. Mais on sait bien que ça va, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a un vrai accompagnement du changement à mener, il y a une vraie acculturation des collaborateurs, il y a des formations, il y a peut-être aussi besoin de les rassurer énormément sur c'est pas parce que je vais prendre ma Zoé, je vais mettre la clim et je vais aller à Tarbes, je fais pas l'aller-retour. C'est plus vrai aujourd'hui, ça l'était peut-être il y a quelques années, mais voilà, et je pense qu'il y a toute une pédagogie à mettre en œuvre. Vous allez loin, voire très loin dans le cahier des charges, ça m'a surpris, en tenant compte dans le recrutement de la distance entre le domicile et le lieu de travail pour limiter les trajets. Comment on fait concrètement? Alors comment on fait? C'est une ambition RH hein, qui a été émise en 2013 lors du premier plan de mobilité.
qui était de dire, encore une fois, donc on s'étend sur 3 départements, on s'est mis une obligation de moyens, pas de résultats, de jouer au mieux ce jeu de damier en disant on essaye d'encourager les gens à travailler près de chez eux. Donc on a décentralisé quelques-uns des métiers, recentralisé quelques autres. Donc c'est sûr que quand vous êtes dans une agence, a priori, vous êtes rarement affecté trop loin de votre domicile, sauf... Effectivement, je veux dire, le résultat parfait n'existe pas, mais on a notamment une petite équipe qui est rattachée à la direction de Cercasté, mais qui travaille pour des raisons d'éloignement sur la côte basque. Et on est convaincu qu'aujourd'hui, on n'est peut-être pas hyper vertueux sur cette ambition-là, et parce que, comme vous le disiez, elle n'est pas forcément facile à tenir, mais on est convaincu par contre que c'est un vrai enjeu pour demain, parce que les générations futures attendent ça aussi. Et est-ce qu'il y a également quelque chose qui est mis en place pour ceux qui ne seraient pas passés à l'électrique ou qui ne compteraient pas y passer spécialement maintenant, mais de l'ordre de l'approche globale de la mobilité douce, favoriser les transports en commun ou prendre un vélo électrique, c'est la mobilité électrique encore, mais c'est pas la même démarche. Est-ce que vous pouvez mettre quelque chose en place? Oui, il y a un arrêt de bus quasiment dédié, c'est ça? C'est ça. On a eu de la chance à l'époque. Les négociations en 2013 avaient été bien engagées se sont très très bien déroulées avec le réseau Idélis à Cercasté. Et on a effectivement bénéficié d'un arrêt qui nous est pratiquement attitré devant l'entrée de la caisse régionale. Rappelez-nous combien de personnes travaillent sur... 380 collaborateurs. Oui, donc c'est l'un des plus gros employeurs c'est l'un des plus gros sièges en tout cas qu'on est là. Ouais. Donc on a cet arrêt de bus. Évidemment, il y a toutes les dispositions légales de prise en charge des transports en commun par l'employeur, enfin prise en charge partielle. Et ensuite, on réfléchit, et c'est l'objet de discussion du moment, donc avec l'agglomération paloise, l'agglomération de Auch, et on est en pourparlers avec Tarbes, pour essayer d'encourager nos collaborateurs à utiliser le vélo électrique, parce qu'effectivement, on est en train de faire réaliser en fait une cartographie du domicile travail de tous les collaborateurs, ce qui va permettre à partir de ça de créer des cercles, et à tant de kilomètres je propose telle solution, à tant de kilomètres telle autre solution, etc. Fichage géographique de vos salariés. Non, mais ça, en fait, c'est dans le cadre c'est avec l'agglo de Pau qui fait cette étude en fait, et qui permet, c'est une vraie mine pour l'employeur, bien sûr. Et d'être voilà. Et notre idée, notre envie, notre ambition, c'est de pouvoir proposer à nos salariés soit d'acquérir des vélos en passant par nous, par une location, etc. Soit peut-être même de mettre carrément à disposition sur réservation un parc de vélos électriques qu'on pourrait utiliser à des fins privées ou professionnelles sur les sites pour ceux qui ne sont pas passés. Vous pourriez faire des commandes communes avec l'agglo de Pau qui a... C'est ça, mais on va bénéficier de la commande. Le covoiturage reste encore aujourd'hui une solution dans l'éventail ou Alors, le covoiturage, c'est une solution qui, pour moi, responsable RSE, est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré notre empreinte carbone cette année, et on s'est rendu compte que si chaque salarié faisait 5 déplacements alternatifs, dont le covoiturage, par an, on économiserait 100 tonnes équivalent carbone d'émissions, ce qui est énorme. Et c'est 5 trajets dans l'année par collaborateur. Donc on a une plateforme de covoiturage, je ne dirais pas qu'elle est parfaite, je dirais qu'elle a le mérite d'exister. Par contre, elle n'est pas suffisamment utilisée, et c'est quelque chose qu'on doit relancer, repenser de façon plus interactive. C'est une plateforme qui date un peu et qui a besoin d'être mise un petit peu au goût du jour, mais oui, c'est une solution à proposer. La politique des petites gouttes, mais qui se mesure, quoi. Ça fait de vrais, exactement, vrais volumes d'eau avec les petites gouttes. Exactement, et dans le cadre de réflexion qu'on peut être amené à avoir avec la CCI, l'agglo, etc., on s'est rendu compte aussi qu'on a plusieurs entreprises sur notre territoire avec lesquelles le covoiturage, c'est possible aussi, puisque du coup, forcément, il y a une manne de gens qui se déplacent au même endroit, au même moment. Donc c'est compliqué, mais il faut y réfléchir. Et on parlait donc là du Crédit Agricole de l'intérieur, ou en tout cas avec ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vis-à-vis de vos clients ? Parce que votre métier, c'est a priori pas le développement durable, ou en tout cas, même si la RSE est l'affaire de chacun. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de l'ordre de l'incitatif pour pousser aussi vos clients à franchir ce pas ? Alors au niveau des offres clients et de l'incitation client, il y a depuis quelques mois maintenant une proposition de location de véhicules verts avec option d'achat qui est disponible avec notre partenaire Agilauto. Et puis il y a aussi, pour ceux qui préféraient acheter leur véhicule, il y a des conditions de prêt qui sont plus avantageuses pour des véhicules verts que pour des véhicules thermiques. De la même façon,
parce que souvent on est contraint sur ces montants-là et on est en train de mettre en marché une offre pour les véhicules légers, donc trottinettes, patinettes, vélos, etc. Ça a l'air de rien, mais investir dans un vélo électrique, si on veut quelque chose de qualité, ça a un coût. Et effectivement, il faut avoir l'offre adaptée. Et on a aussi sur le volet assurance des choses qui correspondent typiquement à ces produits-là et qui permettent de garantir à nos clients une protection parfaite. On parle d'offres incitatives, mais là aussi, est-ce que ça n'a pas un petit peu changé? Est-ce que c'est pas aussi répondre tout simplement à une nouvelle demande? C'est devenu une économie. Alors oui, c'est devenu vraiment une économie. On répond à une demande et Tout le monde se met au vert, même. bien sûr, et puis je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a le monde C'est d'avant votre ADN, en et plus. le monde d'après. Nous, pour le coup, voilà, ça fait un peu partie de nous. Et en effet, c'est aussi ça notre métier, c'est de répondre à la demande par l'offre qu'on peut proposer en face. Et l'essentiel, c'est de toujours mieux accompagner nos clients. Et c'est bien pour ça qu'on est là. Mais on ressent effectivement cette demande différenciée qui n'est plus tout à fait la même. On parle de mobilité, mais c'est la même chose sur l'ensemble des thématiques de la vie d'aujourd'hui, quoi. Il est temps de conclure ces échanges, ces prises de parole. On voit bien qu'on est sur le chemin. On n'est pas arrivé, loin de là, mais les chiffres sont là. Et en tout cas, les initiatives, qu'elles soient privées, publiques, parapubliques, à tout point de vue, vont dans le sens d'accroître la mobilité électrique et du coup de la réduction des gaz à effet de serre, ce qui est quand même l'essence même de cette transformation énergétique. On a pu voir qu'il y avait des étapes franchies, il y en avait d'autres à franchir encore, mais tout ça se fait dans un accompagnement et de manière partagée et collective. Ce sera peut-être le mot de la fin. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.